On fait une route qui est parfois un peu pénible, mais quand on arrive au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, on a mérité le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. Et du coup, la route, c'est juste une façon de souffrir en communion, un petit peu dire ça comme ça. Quand on roule, on voit plein de voitures comme nous, et en fait, il y a vraiment un truc de migration, quoi. Comme les oiseaux, c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul sur la route. Il y a toujours un porte-bagages pas loin. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Très bel été à tous et il a fait chaud. Et la chaleur, c'est propice à la lecture à l'ombre ou à l'intérieur. Mon invité s'appelle Rachid Zghini. Bonjour et bienvenue Rachid. Bonjour. Vous êtes Rakid, hein, c'est votre nom on va dire d'auteur et d'illustrateur. Exactement. Et vous êtes là pour nous parler de Souvenirs du Bled, double nostalgie de nos vacances, 1990-1999, aux éditions Lapin. Même si à l'intérieur vous dites que c'est plutôt, on peut démarrer aux années 80. Hein. Ouais, voilà. Moi, j'ai pas connu les années 80, mais je sais que c'est à peu près. Il y a des similitudes entre les deux décennies sur ce thème-là. Mmh. C'est un olni, un objet littéraire non identifié. À quel genre il appartient, votre livre ? Je sais pas. Littérature nostalgique. Tiens, on peut inventer un truc comme ça, ou illustration nostalgique. Parce qu'en plus, c'est un objet. Donc, ouais. Il y a le livre et puis l'objet. Voilà. Donc, il y a les deux. Le livre, on peut le prendre en tant que livre d'illustration et le lire comme tel, mais il a aussi la faculté d'avoir toutes les pages qui se détachent pour en faire des cartes postales et pour pouvoir rester dans cette thématique du voyage. C'est dans ce sens que c'est... ouais. Donc, vous diriez quoi ? Carnet de vacances ? Carnet de livre carte postale, quoi. Livre guide de voyage. Il y a tout un truc. Vous l'avez imaginé comment, vous, Rachid ? Comme ça, en fait, l'idée, c'était d'avoir 60 petits souvenirs qui correspondraient aux 60 jours que nous, enfants, on passait au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Et ces 60 petits souvenirs peuvent être détachables et on peut les envoyer à des amis. Par exemple, se dire, tiens, tu te souviens de ça ? Ou est-ce que... voilà, ce genre de choses. Toutes les personnes qui sont venues dans mon bureau, qui ont feuilleté votre livre, alors ça leur a rappelé quelque chose. Alors, il y en a un qui m'a dit, tu sais, Philippe, pour les allumettes, nous, on a un truc, tu sais, pour les allumer. Et là, vous parlez des allumettes Lyon. C'est ça. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces allumettes ? En fait, c'est les allumettes qu'on voit dans les films de western où en fait elles s'allument sur n'importe quelle surface. Et je trouve ça super classe de pouvoir allumer son allumette n'importe où. Je veux même un gars dans mon quartier qui l'allumait sur sa barbe. Et allumer ça sur une barbe, c'est fort. Du coup, elles ont été retirées de la vente. Elles ont été retirées parce que je crois que ça s'enflammait tout seul, quoi. Oh, j'ai un chat dans la gorge. C'est terrible, c'est les vacances, mais ça, c'est la clim. Il n'y en a pas. Hein ? Là, il n'y a pas de clim. Alors si, il y a une clim, mais je l'ai montée. D'accord. Je l'ai mis en chauffage. Ah ouais, non, ouais. Et j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait, il fait trop froid sinon. Ceci dit, vos vacances au Bled, c'était avant l'arrivée de la clim. Exactement. On avait cette petite technique dans la voiture. Parce que la voiture, c'est un four. Nous, on avait une Renault 21 Nevada blanche puis bleue. Pourquoi il y en a eu deux ou... Il y en a eu deux. En fait, elles se sont succédées et la blanche reste un peu celle qui reste dans mon cœur, quoi. Et en fait, l'idée, c'était de prendre des serviettes, de les tremper un petit peu dans l'eau et de les caler sur les vitres. Et du coup, ça faisait sur l'autoroute une sorte de petite brise légère qui baissait la température de 2 ou 3 degrés, mais c'était toujours ça de gagner. Quand on a 3 jours de voiture à faire dans un four, 3 degrés, c'est pas mal. Alors pour ceux qui nous écoutent, la Nevada, c'était le SW ou le break de l'époque. Hein. Ouais, voilà, c'était très très classe. Hein. Ouais. Alors vous racontez que... il y a quelque chose qu'on n'explique pas aux gens, c'est que finalement, ça devrait être dans les principes d'éducation, c'est apprendre à voyager léger. Et on devrait apprendre à tout le monde à faire une valise. Ah mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais là, moi, le souci que... Enfin, c'était le cas pour plein de gens. C'est pas que... Moi, mes parents remplissaient la voiture comme si on déménageait et qu'on partait, qu'on revenait plus jamais, quoi. C'était vraiment tout mettre dans tout l'appartement, le mettre dans la voiture. Et ensuite, on pouvait nous se caler. S'il y avait de la place, on nous posait. Il n'y avait aucun truc de... ceinture de sécurité, tout ça, c'était aboli. Hein. De toute façon, dans les années 90, c'était déjà pas des masses acceptées. Vers la fin, peut-être. Mais oui, ça commence à arriver avec les ceintures à enrouleur. Exactement. Mais sinon, c'était pas du tout un truc qui était dans la façon de faire, quoi, dans les us et coutumes. Du coup, en fait, c'était on met les bagages et ensuite on met les enfants où ils veulent se mettre.
Ça peut être intéressant pour les enfants. Il y a ce petit côté château qu'on fait chez soi ou forteresse, quoi. Mais déjà, à 7 dans une Nevada, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est bien, c'est très, très dans bien. une Nevada. Mais c'est vrai que, mais ça c'est valable pour tout le monde, hein, qu'on aille au bled ou pas au bled, c'est que de toute façon, là où on va, il y aura forcément quelque chose pour laver nos vêtements. Ouais. Mais en fait, on a ce truc de se dire, on va manquer quelque chose comme ça dans un pays où il n'y avait rien du tout. Alors que non, en fait, je sais pas. C'est très étrange, ça c'est une émission avec des spécialistes qu'il faut pour nous expliquer ça, quoi. Mais je pense aux gens à l'aéroport, et on l'a vu avec la grève des bagagistes, mais les gens, ils partent avec leur vie en vacances. Ah non, mais c'est incroyable. Moi, j'ai mon frère qui est tout le contraire, où il part en vacances les mains dans les poches, et il se dit qu'il achète là-bas, et qu'il donnera aux gens sur place qui n'ont pas de quoi vraiment s'habiller. Hein ? C'est le secret. C'est le secret. C'est voyager léger. Quel est le but finalement de votre livre ? C'est quoi votre mission ? En fait, il a un double but. Le premier, le plus simple, c'est rappeler ses souvenirs aux gens et leur donner un peu cette petite sucrerie mélancolique, nostalgique, voilà, qu'on aime bien, et ça nous rappelle des choses. Et ensuite, on peut partager en famille, on peut partager à des enfants qui, eux, vont pas connaître ça. Eux, ils vont plutôt connaître les aéroports, les hôtels. Et les duty-free, comme vous dites. Et les duty-free, voilà, exactement. Alors que nous, c'était les stations essence. Les arrêts pipi, les aires de repos et les ruisseaux. Voilà, exactement. Les aires de repos espagnoles où on comprend que dalle, où on a appris 2-3 mots en LV2 qu'on essaie de caler là. Voilà. Donc il y a. Genre quoi ? C'était agua, de l'eau, c'était café con leche. Voilà. C'était les deux trucs, ou zumo de naranja, tu vois. Ça, c'était très important. Et ça, c'était votre mission à vous, par exemple ? C'était, tiens, va chercher des bouteilles. Je revenais avec j'étais tout petit, donc je revenais avec des bouteilles. J'avais l'impression d'avoir des bouteilles de 5 litres. Voilà, ça, c'était... c'est un peu pour cette génération qui n'a pas connu ça. Et même si, là, par exemple, j'ai mes neveux qui partent au Maroc en voiture, mais c'est un autre trajet. Ils sont dans une voiture avec la clim, il n'y a pas de bagages, il n'y a pas de surplus, ils ont un petit écran. Enfin, il y a le coffre sur le toit. Exactement, voilà. Profilé. C'est aérodynamique, ça se passe bien. Voilà, ça c'est on aurait voulu voyager comme ça. Ou pas. Ah, je sais pas. Là encore, le côté nostalgique, ça nous rappelle que ça cache quand même des choses quand même. Parce que je me souviens quand même faire un trajet comme ça, avoir chaud et se dire mais vivement qu'on arrive, quoi. En fait, c'est pas que du plaisir. Il y a des petits moments de plaisir, mais c'est pas que du plaisir de rester dans une voiture. Et le deuxième but du livre, je pense que c'est déjà pour raconter cette histoire-là. Parce que ça va faire 30 ans que ces choses-là se passent. Et en fait, c'est quand même un bout d'histoire de l'immigration française. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous fait et qui mérite aujourd'hui et qui commence à être raconté. Et je me dis qu'avec ce livre-là, c'est une première pierre. Pas une première pierre, parce qu'il y a déjà eu des choses, mais c'est une nouvelle pierre à l'édifice, quoi. Oui. Mais ça parle à qui, finalement ? Ça intéresse qui, les vacances au bled ? Ça intéresse tout le monde. Ça intéresse les curieux, ça intéresse les parents, ça intéresse les enfants qui veulent connaître un peu l'histoire de leurs parents, ça intéresse pas des gens comme vous. En fait, ça peut intéresser plein de monde. Et même moi, au début, je me suis posé cette question de savoir qui ça pouvait intéresser en faisant un peu un sondage autour de moi. Mais tout le monde me disait, mais oui, on veut nous aussi savoir comment ça se passait. Donc je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et puis c'est un bel objet. Donc j'ai rendu ça beau, attractif, utile avec les cartes postales. Ça parle à beaucoup de gens. Je vous pose la question, mais j'ai vu que ça parlait à beaucoup de gens parce que les gens feuilletent et se retrouvent dans ce qu'ils ont vécu. Ils se réapproprient ce voyage. Donc, dans ces vacances, il y a le voyage. Et c'est ça le plus important finalement. C'est cette route. Disons que c'est 50-50 sur le truc. Disons que la route, c'est vraiment un chemin de croix, quoi. C'est vraiment le truc on fait une route qui est parfois un peu pénible. Mais quand on arrive au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, on a mérité le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. Et du coup, la route, c'est juste une façon de souffrir en communion, tu peux dire ça comme ça. Parce qu'on est plein, quand on roule, on voit plein de voitures comme nous, et en fait, il y a vraiment un truc de migration, quoi. Comme les oiseaux, c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul sur la route. Il y a toujours un porte-bagages pas loin, des fois c'est 5-6, et je parle même pas quand on arrive, plus on arrive vers l'Espagne, et puis les routes, c'est que ça, quoi. C'est que des porte-bagages, avec que des Renault Nevada, des 505 et des trucs comme ça.
Puis il y a ceux qui partaient à plusieurs voitures d'ailleurs. Ah bah oui, ça se faisait beaucoup. C'était beaucoup des familles qui partaient parce qu'elles avaient peut-être un peu peur de la route. Et c'est vrai que ça arrivait. Moi, j'avais des amis qui s'étaient fait voler leurs papiers sur la route. Ils étaient restés bloqués au Maroc 4-5 mois. Quoi. Et en fait, il y a toujours ce mythe du bandit de grand chemin, un peu en mode Moyen-Âge, où en fait on roule à 4-5 voitures parce qu'on a peur de se faire attaquer la nuit dans une station essence. Du coup, il y avait toujours les enfants les plus grands qui montaient un peu la garde. Moi, ça m'est déjà arrivé de rester à jouer à la Game Boy la nuit parce qu'en fait tout le monde dort dans la voiture et du coup on surveille un peu. Il y avait ça quoi. C'est une époque moderne, hein. Vous êtes de l'époque de la Game Boy. La première Game Boy c'est 91, donc ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais pensez aux générations avant où il n'y avait pas la Game Boy. Il y avait les livres. Petits livres, un petit magazine. Qu'on gagnait dans les stations-service d'ailleurs. Quand on est dans les stations-service, on pouvait gagner des Lucky Luke, des... Ah, je n'ai pas connu. Vous n'avez pas connu ça ? On gagnait avec des points, on gagnait des livres. Ah, je n'ai pas connu. Mais on peut pas lire en voiture. Ah, moi, ça fait vomir. Ouais, ça c'est clair. Ceux qui lisent en voiture, ils ont c'est un pouvoir surnaturel pour moi. Il y a des gens, ils sont très confiants, ils lisent en voiture. Moi, je lis une phrase, je vomis. Ouais. Donc, imaginez le trajet. Donc, vous, vos vacances, vous partiez donc d'où ? De la région parisienne ? Non, je partais du Puy-en-Velay, en Auvergne, et j'allais jusqu'à Khénifra, qui est dans le centre du Maroc, quoi, les parties un peu chaudes, quoi. D'accord. Donc, en passant par l'Espagne, donc. Moi, nous, on faisait toute la côte. En fait, on faisait les gorges de l'Ardèche. Il y a des super paysages. En vrai, c'est un super beau voyage de partir comme ça, parce que mes parents prenaient pas l'autoroute. En fait, on aurait pu faire un truc simple, c'est remonter à Saint-Étienne, Lyon et prendre l'autoroute A7 qui va directement à Espagne. Mais mes parents, voulant faire des économies, nous faisaient prendre toute la côte de Maille, là, toute cette petite route qu'on a en Ardèche, Montélimar et compagnie, là. Et on arrivait dans les Pyrénées et on faisait toute la côte, Barcelone, tout ça. Et c'était magnifique. Ouais. Et vous expliquez que c'était magnifique, mais pas le droit de se baigner. Oh, ouais. Ça, c'était... En fait, j'avais l'impression que les parents, pas que les miens, hein. J'ai l'impression qu'ils faisaient un Paris-Dakar. C'est-à-dire que s'ils s'arrêtaient 2 heures pour se baigner, c'était la fin du monde. Après, je sais pas, les gens qui nous écoutent, si leurs parents faisaient ça, s'ils pouvaient s'arrêter pour se baigner, c'est vraiment très cool. Mais nous, nos parents, ils filaient droit. Et voir la mer, quand on habite en Auvergne, et que la mer est... on est au milieu de tout, et la mer, il y a vraiment rien. La voir et pas s'y arrêter, c'est très très cruel. Voilà, souvenir de vacances avec mon invité aujourd'hui, Rachid Zghini, alias Rakid, qui publie Souvenir du Bled, douce nostalgie de nos vacances 1990-1999 aux éditions Lapin. Une décennie où les Algériens n'ont pas pu faire le trajet, hein, parce que c'était la décennie noire et c'est vrai qu'ils ne sont pas partis au Bled quasiment pendant 10 ans. Hein. Ouais, malheureusement, ouais, c'est ce que moi, en fait, j'avais cette vision des Algériens où ils étaient très tristes de ne pas pouvoir aller chez eux. Je disais, mais c'est quand même horrible d'être privé de son pays pendant 10 ans. Alors que je me dis, il peut y avoir des coupures pour les nouvelles générations et du coup qui vont en Algérie il y a 10 ans, alors que moi j'ai été au Maroc tous les ans de mes 2 ans jusqu'à mes 25 ans, j'y étais tous les ans. Et donc du coup ça crée un lien et je me suis toujours demandé si pour certains enfants de l'époque ça n'a pas coupé certaines choses, quoi. C'était des vacances toujours de 2 mois ? Quasiment. Ouais. C'était quasiment 2 mois. C'était c'est quasiment 2 mois. Et avec vos parents jusqu'à 25 ans ou après non, vous êtes partis non. Franchement, à partir de 22-23 ans, je partais seul avec des amis. Et là, il y a vraiment, c'est un autre Maroc encore qu'on découvre parce que c'est plus le Maroc en famille, dans la petite ville. Là, on a tout le Maroc à visiter. Les plages, ça j'en ai mangé du coup, plages, les hôtels, les petits riads, les petits villages à découvrir. En fait, il y a tellement de choses à faire au Maroc l'été que... Mais beaucoup qui sont partis pendant ces années en vacances au Bled avec leurs parents n'ont pas découvert le pays d'ailleurs. Ouais, c'était un peu le problème, c'est que d'un côté, on ne peut pas en vouloir à nos parents parce qu'ils n'ont pas vu leur famille pendant 10 mois, de vouloir rester avec eux pendant 2 mois. Mais du coup, c'est vrai qu'il y avait un peu ce manque de me dire, mais en fait, le Maroc, est-ce que c'est que ça, entre guillemets ? Moi, j'ai eu un peu de chance parce que je suis dans une région de lacs. Donc, en fait, il y a plein de lacs, c'est des montagnes. Donc, en fait, ouais, c'était des vacances sympas. C'est vraiment des vacances, comme je disais, à la Tom Sawyer, quoi. C'est-à-dire que j'ai un cheval, je peux me balader. Vraiment, ça me change complètement de ma vie en France et je suis vraiment au cœur de la nature. Mais je me dis, pour certains, moi, j'avais un ami qui habitait dans un tout petit village. Et autour c'est le désert, et en fait pour lui le Maroc c'était ça. Et ben en fait à partir du moment où il était plus obligé d'y aller, il n'y est plus allé.
parce que pour lui, le Maroc, c'était quelque chose d'ennuyeux, quoi. Est-ce qu'il y a un moment, vous aussi, où vous êtes un peu rebellé en disant on en a marre des vacances au bled, on voudrait aller sur la Côte d'Azur, en Espagne oui, ça c'est vers les 18-19 ans, quand on commence à moi j'ai eu mes premiers jobs de plongeur l'été dans les restos, et ben en fait, ou au McDo. Après, je partais plus dans le sud de la France. J'essayais avec des amis de faire un peu autre chose. Mais on y revient vite, en fait. Quand on sait qu'on peut découvrir plein d'autres choses, par exemple, se balader dans le désert ou aller faire du surf, je sais pas, à Essaouira. En fait, on a toute une autre vision de ce que peut être le Maroc. Et d'un coup, on se dit que ça suffit pas, quoi, de moi. Alors, ce sont ces souvenirs-là que vous racontez. On parlait de la traversée de l'Espagne tout à l'heure. Et puis, il y a l'arrivée au port et on attend le bateau. Et ça, c'est presque aussi long que le voyage. En fait, c'est l'auto. C'est exactement comme arriver pour prendre le dernier métro. Des fois, il y a écrit 45 minutes. Des fois, il y a écrit 2 minutes. Là, c'est exactement la même chose. On peut en avoir un l'heure qui suit, ou on peut attendre 10 heures. Et 10 heures à attendre au soleil, avec des gens qui viennent de se taper 30 heures de voiture, 40 heures de voiture. Même après, il y en avait qui venaient d'Hollande et qui faisaient toute la route et qui étaient avec nous. Mais on dirait une expérience, quoi. On dirait une expérience pour savoir lequel va craquer le premier dans la foule et va se mettre à hurler, quoi. Mais c'était quand même intéressant de. Au moins, on jouait avec d'autres enfants. Enfin, il y avait tout un truc autour. Mais ça m'a permis de voir mes premiers, comment on appelle ça déjà, évangélistes, gens qui viennent pour. Ils avaient le temps. Ils avaient le temps. Là, c'était stratégique. C'est stratégique. Ah ouais. Ils venaient là et ils nous donnaient des cassettes sur Jésus et des BD sur Jésus. C'était très intéressant. Je les ai toutes lues. Hein. Franchement, à ce rythme-là, à ce niveau-là, quand t'attends autant, tu lis tout ce qu'on te donne, tu le lis. Et les BD, t'es pas trop mal. Les cassettes, bon, je m'excuse s'ils regardent aujourd'hui, mais on enregistrait Dragon Ball dessus. En fait, le but, c'était d'en récupérer le plus possible pour enregistrer Dragon Ball dessus, qui était un peu la religion de l'époque pour les enfants, quoi. Dans les années 90, Club Dorothée. Voilà, donc désolé à ces évangélistes qui sont venus jusqu'au fin fond de l'Espagne pour ça. Et désolé à ceux qui ont regardé le Club Dorothée. Ouais. C'est ça qui vous a donné envie d'être illustrateur ? Ouais, il y a un peu de ça quand même. Il y a pas mal. Pas les BD des évangélistes. Non, pas les BD des évangélistes, mais Club Dorothée, je pense que ça a joué. Quand Dragon Ball, ça a joué, et puis ouais. Il faut tous ceux qui nous écoutent, toutes les jeunes générations qui nous écoutent, c'était l'époque où il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de tablette. Donc c'est vrai, vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui on voyage dans des voitures qui sont climatisées, mais tout le monde a enfin pas tout le monde, mais il y a beaucoup de voitures sont équipées d'écrans dans les appuis-têtes. Ouais. Donc en fait on peut regarder des films. C'est pas du tout la même chose quand on est à 7 ou 8 dans une Nevada et qu'on se bat pour choisir la station de radio qui va être écoutée. Après, même ça, même la station de radio, on était sur des trucs espagnols, on comprenait rien. Enfin, c'était même pas notre culture, on comprenait rien du tout. Puis c'était mon père qui choisissait au final. Et c'est vrai que dans la voiture, en fait, il y a rien à faire. En fait, dans la voiture, les jeux, c'est les jeux de voiture. C'est, à ton avis, il y a quoi dans ce camion ? À ton avis, tiens, il y a une plaque du 43, tiens, il y a une plaque de SAT. Et c'est que ça. Et ensuite, évidemment, il y a le truc très très classique de trouver le taureau. En Espagne, il y a ce fameux taureau que j'ai découvert après, qui s'appelait le taureau Osborne, qui est une marque d'alcool. Et à l'époque... oui, et sur les publicitaires. Voilà, c'était un taureau gigantesque sur les collines, qui était un taureau d'une marque d'alcool. Ensuite, il y a eu une loi qui interdit les pubs d'alcool en Espagne. Du coup, ils ont enlevé la marque Osborne, et ils ont laissé le taureau. Et c'est devenu un peu un symbole. C'est le symbole, pour moi, du voyage au bled, c'est ce taureau-là, parce que, en fait, tout le monde essaie ça se réveillait même dans la voiture. Il y a le taureau, tout le monde se réveille. Mais il a quelque chose de majestueux. Hein. Honnêtement, quand on roule et qu'on a vu que du désert et que d'un coup, je sais pas, il est 22h, 23h, on voit un taureau qui apparaît sur une colline, c'est presque flippant, quoi. Aujourd'hui, ils sont toujours sur la route ? Oui, ils sont toujours sur la route. Je sais pas s'il y en a toujours autant, mais ils sont toujours sur la route. Bon, on va écouter une chanson qui a accompagné vos trajets pendant des années. C'est alors Wisha. Son prénom, c'est Mohamed. Ouais, c'est chanteur amazir. De mon enfance au Maroc. Voilà. Je l'ai pas mal, il m'a pas mal bercé dans la voiture pendant qu'on roulait parce que mon père se mettait dans l'ambiance. Voilà, vous verrez. Et puis alors les chansons, elles peuvent dérouler. Hein. Elles peuvent dérouler. Mais c'est des trucs de 9-10 minutes. On en a pour son argent, quoi. Bon, on n'a pas tout ce temps-là, mais on va en écouter un extrait sur Beurre FM, grâce à vous. Voilà, c'est grâce à vous.
Rachid, qu'on a écouté Inès sur Beurre FM. Vous parlez dans votre livre des magasins de cassettes qui avaient de CD et de cassettes, puisque c'était les années 80-90 au Bled. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus d'ailleurs. Bah si, ça existe quand même encore. Toujours. Il y a encore pas mal de magasins de CD, je crois que les cassettes c'est un peu passé. Mais pour moi, c'était vraiment un lieu incroyable. C'est-à-dire que il y avait déjà toute la musique arabe, donc du monde arabe, donc des Kalthoum, Férouz et tout ça. Mais il y avait aussi tous les chanteurs de raï algériens. On avait tout ça dans ces magasins-là. Moi, j'ai un cousin qui était grave fan de Chebasni et du coup. Dès qu'on allait là-bas, il cherchait toutes les dernières cassettes et tout. Je me souviens quand il s'est fait assassiner, pour lui, c'était la fin du monde. Et il y a plein de Marocains qui écoutaient ces chanteurs de raï. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a après, c'est Internet, mais qu'il y a une petite guéguerre entre Marocains, Algériens, tout ça. Mais moi, dans les années 90, et même quand j'y vais maintenant, elle se ressent pas trop, quoi. Et surtout quand on parle de musique, parce qu'ils consommaient beaucoup de musique algérienne. Et ça, pour 2 euros. Pour 2 euros. Pour l'équivalent. Voilà. C'est pour 20 dirhams le CD, 10 dirhams la cassette. On avait ce qu'on voulait. Et ce qui était génial, c'est que c'était aussi des trucs pirates. C'est-à-dire qu'il y avait tous les albums qu'on voulait en France pour 2 euros. Et moi, et ça allait même plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, je me suis fait une culture musicale grâce à ces boutiques-là parce que elles avaient même des albums et ce qu'on peut appeler des mixtapes de rappeurs qui n'existaient pas en France. Des trucs qu'ils allaient chercher je ne sais où, qui sortaient qu'à New York ou à Los Angeles ou je sais pas quoi, avec des inédits, tout ça. Et moi j'ai écouté des sons de mes rappeurs américains préférés inédits que je trouvais nulle part ailleurs dans ces boutiques-là. Mais comment t'as trouvé ça? Comment t'as trouvé ça? Ce sont des Eminem de 1995. Comment t'as trouvé ça alors qu'il est nulle part possible de l'acheter en France, quoi? Mieux qu'Internet. Voilà, pour les nostalgiques des vacances au Bled, Rachid Zghini est notre invité ce matin et il publie Souvenirs du Bled aux éditions Lapin. Il y a pas mal de choses qui me sont revenues en mémoire. Les péagistes. C'est qu'avant, quand on passait au péage, il y avait des gens et on jetait des pièces où on payait. Ouais. Ça existe encore, ça? Je sais. Si, il doit y en avoir encore un petit peu dans le sud. Ou deux. Ouais. Mais moi, c'est vraiment un truc qui m'intriguait. Je me disais, mais ils habitent là? Est-ce qu'ils habitent au milieu de ce désert? Parce qu'en fait, en Espagne, moi, j'avais une vision d'Espagne, c'était le désert. C'est-à-dire que, comme je voyais aucune ville, j'avais jamais vu Barcelone, j'avais jamais rien vu. Pour moi, c'était que le western spaghetti tout le long, quoi. D'ailleurs, ils tournaient les western spaghetti en Espagne. Sergio Leone. Exactement. Ouais. Pour moi, c'était ça l'Espagne. Et quand je voyais ce pauvre péagiste dans sa cabine, je me disais, mais il vit où là? C'est-à-dire que c'est ça sa vie, quoi. J'ai beaucoup de peine pour eux. Alors il y a des idées reçues beaucoup. Est-ce que c'est vrai que les sodas sont meilleurs au Bled qu'ici? Les sodas en verre. Dans les bouteilles en verre, c'est toujours meilleur. Maître Boilier a l'air de dire oui. Ouais. Je pense qu'il y a le fait que déjà au Maroc c'est plus sucré. C'est-à-dire que le Fanta par exemple n'est pas du tout le même. Moi je n'aime pas du tout. Et en plus il y a le fait que ce soit une bouteille en verre. Ça, certains disent que ça peut jouer. Et ensuite, il y a la nostalgie et aussi le cadre. Là, on boit un coca dans une bouteille en verre au bord de la mer. C'est autre chose que de boire une canette dans le métro. Donc, je pense quand même que ça doit jouer là. Il y a peut-être ça doit jouer. Un biais cognitif. Là. Donc, la question reste posée. Ouais, mais je pense que c'est l'empaquetage qui fait le goût. Les granolas, ils sont meilleurs en France ou au Bled? Ah, les granolas... je dirais qu'ils sont meilleurs en France quand même. Mais est-ce qu'il y en avait dans les années 90, est-ce qu'il y avait ou il y avait des imitations? Il y avait des imitations, donc en fait, je préférais quand même les versions françaises, mais les imitations, quand on passe 2 mois au Maroc, on s'en contente bien, quoi. Vous qui êtes un enfant de la télé, un enfant de la pub d'ailleurs, vous aimez ces marques un petit peu marocaines nostalgiques, de gâteaux, de barres chocolatées, de gaufrettes. Ouais, parce que c'est toujours un truc intéressant d'avoir un autre monde de gâteaux. C'est-à-dire que c'est avoir une dimension parallèle où les gâteaux c'est ça dans ce pays-là et de découvrir plein de petites saveurs et tout. Et du coup on lie tous ces goûts à l'enfance et au bonheur aussi d'être en vacances. Du coup en fait ces gâteaux-là, même si en fait qualitativement parfois ils étaient un peu moindres, en fait ils avaient un goût incroyable parce qu'on était dans le cadre où il fallait les manger, quoi. On est en famille, c'est les vacances. Et puis on pouvait les acheter à l'unité. Exactement. Tout s'achète à l'unité au Maroc. Vous avez des marques là à nous proposer? Il y avait les gâteaux Henry. C'était des sortes de petits lus qui étaient
très secs que les gamins mettaient dans le lait. Qu'est-ce qu'on avait? J'avais Tango, c'était des gâteaux au chocolat qui étaient très bons. Qu'est-ce que j'ai... Ah, c'était quoi? C'était... je sais pas, là, Parce que vous les avez dessinés. Ouais, j'en ai dessiné, c'est pour ça. Vous les avez dessinés. Tonic, c'était super bon. C'est une sorte de gaufrette qui était très très bonne. Tonic, c'était très très cool. Non, il y en avait plein, quoi. Honnêtement, Et les bonbons du bled. Les bonbons du bled. Ouais. Mais il y a des bonbons, par contre, il y avait des trucs que je trouvais mieux. Franchement, les Boubalou, c'est des sortes de chewing-gum avec une crème à l'intérieur. Même aujourd'hui, j'en ramène quand je vais au Maroc. J'en achète des grosses boîtes que je ramène parce que je n'arrive pas à trouver ça ici. Et ça, c'était bon. Il y avait les chewing-gum flash. Ça, je crois que c'est le plus emblématique du Maroc, c'est le chewing-gum flash. Et du Maghreb. Il a dit non? Non, il a dit oui. Ah, d'accord. Il a dit oui. Maître Boily confirme. Il est marocain? Oui, il est marocain. En partie. Moite-moite. Donc, ça dépend des émissions. D'accord. Bon, sur cette... un été, c'était le Maroc. Un été, c'était l'Algérie. Donc, il pouvait comparer les saveurs. Voilà. Donc, le chewing-gum flash, c'est celui qui était le plus emblématique parce que... Le packaging faisait qu'ils se reconnaissaient vite. Et comme c'était un chewing-gum... Il était jaune, c'est ça? Jaune, exactement. Jaune flashy. Et on en ramenait souvent parce que c'était facile à transporter, quoi. C'était le truc qui se conserve toute l'année. Du coup, c'était le plus emblématique. Avec une saveur quand même très fugitive. Fugitif, c'est pire que ça, quoi. C'est 3 secondes. On mâche et ça devient une boule de plâtre. Donc c'est ça, d'où le principe du flash. Voilà, exactement. Je pense qu'ils ont eu le nom qui allait très bien avec le produit, même s'ils l'ont peut-être pas pensé comme ça, quoi. Je sais pas comment ils ont pensé. Faudrait les rencontrer, ces gens-là. Pour expliquer le principe de votre livre, vous avez regroupé et dessiné tous ces produits-là, d'ailleurs. Exactement, vous avez croqué. Oui, avec un petit texte qui va avec, sympa. Mais oui, il y a tout ça, évidemment. Avec les 205 emblématiques des taxis marocains. Ouais. Alors, c'est dans toutes les villes, là, 205 ou Non. Là, ça peut varier. Et aujourd'hui, ça commence à devenir des Dacia. Donc, ça commence à évoluer. Ouais. Oui, il y a moins le charme de la 205, effectivement, mais on est plus en sécurité. Parce que dans ces taxis-là, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Et donc, c'était un truc... et le gars te disait, il n'y a pas de ceinture. Il disait, mais t'inquiète, je maîtrise. Et une fois, mon frère lui demande pourquoi il n'a pas mis de ceinture. Et le gars nous dit, la pire des réponses, j'ai peur qu'on m'étrangle avec. Et je dis, mais c'est super bizarre comme réponse. Donc, et puis les gens à l'époque les mettaient pas, donc c'était peut-être pas indispensable. Alors il y avait la fameuse question qu'on posait à ceux qui venaient en vacances. Est-ce que tu préfères le Maroc ou la France? C'est une question. C'était la question qu'on nous posait tout le temps, parce que dès qu'on faisait un truc sympa, on disait, tu vois, c'est bien le Maroc, il y a plein de trucs à faire, mais en fait t'as rien à prouver. Oui, je sais que c'est bien le Maroc. Donc parfois pour leur faire plaisir, on disait ouais, je préfère le Maroc, c'est vrai que c'est mieux. Après, c'est suivant où tu habites au Maroc et tu peux nuancer un petit peu. Mais honnêtement, quand j'étais dans un grand lac dans ma région et tout, et que j'étais en famille, c'est vrai que le Maroc avait une meilleure saveur que la France, l'école et la pluie, quoi. Qu'est-ce que finalement la démocratisation des prix entre guillemets, du prix des billets d'avion a changé dans les vacances au bled? Je pense qu'on part dans d'autres destinations. Je pense que les destinations changent. On va plus que chez sa famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire, attends, je vais atterrir à Marrakech ou je vais atterrir à Casa, je fais mon petit tour et ensuite je me garde une petite semaine ou deux pour aller chez la famille. Je pense qu'on voit moins la famille et on se promène plus dans le Maroc, et ensuite on y va plus souvent. En fait, on y va moins de temps en été. Donc les 2 mois, à part je sais pas qui peut encore aller 2 mois vraiment au Maroc, mais on y va plus souvent. Par exemple, moi, des fois, j'y vais en mars. Parce que les billets sont à 50 €. Je me dis, allez, je vais me faire 3-4 jours. Avec les low cost. Avec les low cost, bien évidemment. Sûr, ouais. On est debout dans l'avion. Le Maroc a les compagnies low cost, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays du Maghreb. Non, on n'est pas debout dans l'avion, c'était une vanne. Non, j'ai dit, on est debout dans l'avion, mais c'est une vanne. J'ai peur que les gens soient promis de... Non, parce que Ryanair l'avait suggéré. L'a suggéré. Ouais, c'est un billet à 20 € où t'es harnaché. Ouais, c'est très, très étrange. Beauvais, Ibn Battuta, Tanger, allez hop, debout. Très étrange. Ouais. Mais oui, je pense qu'il y a de ça. C'est le fait qu'on y aille un peu plus régulièrement. Mais ça a changé quand même, de voir arriver c'était ça aussi le voyage, c'était de voir arriver le Exactement, pays. C'était de se dire, il nous reste ça, il nous reste ça, il nous reste ça, alors que là, l'avion, on rentre, on dort, on se réveille, on y est. Pour moi, c'était de la science-fiction. J'avais une copine en primaire, une petite Française qui n'a pas aucune origine marocaine, qui était allée en avion, et elle m'expliquait, ouais, c'était un peu long, on a mis 2h30.
J'ai dit 2h30. Pour moi, c'est vraiment de la science-fiction. C'est comme si là, j'allais à New York en 10 minutes. Pour moi, 2h30, c'est l'hyperloop, quoi. Vous, c'était minimum combien? Franchement, à 7 dans une Nevada, c'était au moins 2 jours, quoi. C'était au moins 2 jours. Aller et 2 jours retour. Hein. Exactement. Ouais. Alors que quand je l'ai refait avec des amis, là, 2013-2014, je crois, on a mis 17-18 heures, quoi. Après, quand on est 3 personnes dans une voiture, qu'on est des adultes, ça va beaucoup plus vite. Mais quand on a des enfants, on n'arrête pas de s'arrêter. La voiture bien tassée, tu sais, oui. Sur ses amortisseurs. Mais d'un côté, c'était super dangereux. En fait, il y avait très souvent sur la route, assez régulièrement, on voyait des familles qui avaient fait des tonneaux parce qu'en fait, ils avaient tellement chargé la voiture, ils avaient des Renault Trafic avec le toit chargé, l'intérieur chargé, que en fait, tu prends un virage un peu trop pas assez serré, en fait, tu fais un tonneau. Et il y a eu plein d'accidents comme ça où on disait tiens, cette famille n'est pas revenue parce qu'en fait, il s'est passé un truc un peu tragique, quoi. Donc c'est bien d'avoir un peu de cette de parler de ça et de dire mais en fait on n'a pas besoin de charger autant une voiture, surtout pour amener des choses qu'on trouve là-bas, quoi. Ramener du café, ramener de la confiture, non mais il y en a qui continuent avec l'avion, hein. Oui. Aujourd'hui ils bourrent les valises, hein. Oui, mais moi je vois mal un avion faire un looping, ouais, voilà. Parce que mais c'est cette culture dont on emmène sa vie, c'est ça. Comme si on allait parvenir, et puis il y avait des familles qui en amenaient pour tout le monde. Ils disaient attends, il faut que j'amène un truc pour lui. Cette culture du cadeau qu'on doit ramener de France. Ça c'est toujours le cas d'ailleurs. Un petit peu, ouais. Il y a des familles qui se rendent malades avec ça, quoi, qui se disent mais en fait il faut vraiment que comme pour les cadeaux de Noël, ils disent un mois avant il faut que je pense à lui, et qui commencent à faire des bagages peut-être 2-3 semaines avant, avec tiens ça c'est pour la fille de, ça c'est pour le mari de, lui il va se marier, lui, enfin. Vous avez bossé pour ce livre et surtout vous avez fait travailler vos méninges. Qu'est-ce qui est remonté que vous aviez oublié comme souvenir? Qu'est-ce que j'avais oublié? Le fait de dormir sur le toit, sur le stah en fait on appelle. On dormait sur le toit au Maroc, il y a pas là où j'habite, il n'y a pas de toit en mode tuile. Il y a très peu de régions au Maroc qui ont des terrasses. Voilà, il y en a qui en ont, mais c'est rare. Et du coup, quand il fait chaud, avec les cousins, souvent, on montait dormir dessus. On tirait un câble avec une télé, on mettait des couvertures par terre, on achetait des VCD à l'époque. Ça s'appelait des VCD, c'était des sortes de CD de films pirates qui étaient sous-titrés en chinois, vraiment le truc hardcore, quoi. Et il y avait tout plein de films qui étaient au cinéma, c'était des trucs pirates, quoi. Et on mettait ça avec des gâteaux, de la bouffe et tout. C'était incroyable. S'endormir à la belle étoile avec juste de temps en temps un chien qui aboie au loin. Et avec ses cousins, c'est incroyable. Et ce qui est magique, c'est que vous racontez que vous pensez à l'époque qu'il y a des étoiles qu'au Maroc. Oui, quand j'étais en France, j'avais ce truc-là de me dire, en fait, quand j'arrivais au Maroc, je regardais le ciel, c'était, surtout à la campagne, c'était blindé d'étoiles. On aurait cru un truc... une illustration, j'ai l'impression d'être devant une peinture étoilée à la Van Gogh où il y a vraiment une voûte céleste incroyable. Alors que quand j'étais en France, il y avait très rarement des étoiles. Je voyais la grande ours, la petite ours là, hop, et basta. C'est juste qu'en fait, il y avait toutes les lumières de la ville qui faisaient que je pouvais pas voir, et en plus il y avait les nuages et tout ça. Alors qu'au Maroc, non. Au Maroc, tout était dégagé et j'avais ça. Rachid Zguignier, c'était votre deuxième book club à l'occasion de la sortie de Souvenirs du Bled aux éditions Lapin, un livre détachable, donc vous pourrez envoyer la carte qui vous inspire à la personne que vous aimez. Ça lui rappellera des bons souvenirs. C'est mon 3e book club. Ouais, on a fait en 2016 ensemble. C'est vrai? Il y a très longtemps. Ouais. Ah oui, non, mais c'est vrai en plus. Ouais. Mais oui, pour Rakid. Ouais, c'est ça, le monde de Rakid. Pour Gribouillard. Oui, c'est ça. Voilà. Gribouillage. Ah oui, c'est le 3e book club. Ouais. C'est moi qui vis, vous voyez. C'est les vacances au Bled. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci et très bon dimanche sur Beurre FM.